bienvenue à tous donc, pour la suite de ce parcours éducation et nouvelles pratiques philosophiques. Donc aujourd'hui, on accueille Claire Larocque pour le cas pratique cette fois. On l'avait reçue donc en décembre pour une première intervention sur l'éthique et l'environnement. Et donc aujourd'hui, c'est un cas pratique pour repenser notre lien avec la nature. Merci Frédéric et merci Nicolas. En tout cas, je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce deuxième volet du webinaire, et puis je vous souhaite aussi une bonne année, parce que j'ai pas forcément eu l'occasion, je crois qu'on est encore dans les temps. Donc meilleurs vœux à tous. Aujourd'hui, donc on va s'attacher au cas pratique du webinaire éthique et environnement, philosophie pour les enfants. Et l'axe qu'on va essayer d'aborder, ça va être l'idée de repenser notre lien à la nature. Donc, je vais faire une brève introduction théorique pour faire en sorte qu'on puisse bien penser le cas pratique. Donc, ce webinaire, il va se passer en 2 temps. Donc, il va y avoir un premier temps vraiment qui va être sur l'introduction théorique, ce pourquoi on fait ce cas pratique en fait. Je vais vous présenter le cas pratique, ensuite on va le faire ensemble, et puis on gardera un temps d'échange et un temps de questions à la fin, et aussi notamment parce qu'on avait manqué de temps sur le premier volet aussi avec les problèmes techniques, et donc peut-être ce sera le moment, si vous aviez des questions sur le premier volet aussi de la formation, voilà, ce sera le moment de les poser. Juste pour rappeler brièvement la session précédente, donc on avait abordé les questions d'éthique de manière générale, la spécificité du raisonnement éthique. On avait vu en quoi il y avait un courant en philosophie, plusieurs courants en philosophie morale, et on avait vu comment aborder les sujets éthiques avec quelques supports en philosophie avec les enfants. Et ensuite, on s'est plus spécifiquement focalisé sur les questions d'éthique environnementale. On a vu en quoi il y avait un réel besoin de repenser la nature, et que les éthiques environnementales permettaient justement de renouveler cette approche des valeurs morales qu'on assigne à la nature. On a vu qu'il y avait énormément de débats sur la question de la considération morale et du statut moral en éthique environnementale, c'est-à-dire ça signifie à quelles entités on peut accorder un statut moral, les animaux, les plantes, les végétaux, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on avait vu que les éthiques environnementales nous permettent de repenser les représentations sur la place qu'on assigne à l'être humain dans la nature. Et donc, c'est sur ça vraiment que je voudrais qu'on travaille aujourd'hui, et vous montrer comment on peut essayer d'aborder ces questions-là dans un atelier de philosophie avec les enfants. Donc, par rapport à la question de la crise environnementale, on a vu que c'était bien évidemment une crise du vivant, une crise sociale, une crise politique, mais elle est aussi, c'est la spécificité des éthiques environnementales de montrer que c'est aussi une crise du concept même de nature, de la vision que l'on a de la nature et de comment on se représente cette nature-là. Et c'est peut-être aussi, je trouve important de montrer que souvent on dit que la philosophie, ça sert à rien, ou en tout cas qu'elle a une forme d'inutilité, etc. Et là, je pense que vraiment, elle a un réel impact, elle peut avoir un réel impact sur cette crise environnementale, parce que la façon dont on conceptualise la nature et la façon dont la vision qu'on peut avoir de la nature a un réel impact sur la manière dont on agit sur cette nature-là. Alors, les objectifs du webinaire, ils sont 4 principaux. La première, c'est clairement de penser les enjeux philosophiques de la crise environnementale, de voir comment on peut construire une animation philosophique autour d'une thématique environnementale en s'adressant aux enfants et aux adolescents. Et l'idée, ça va être vraiment d'aborder ces questions-là en essayant de repenser notre rapport au vivant et en décentrant notre regard. Donc, on va y revenir plus précisément. Et enfin, ça va être de voir comment on peut aussi concevoir une approche réflexive de l'éducation au développement durable,
Et là, j'insiste sur le fait que les ateliers de philosophie environnementale pour les enfants et les adolescents peuvent être vraiment complémentaires d'un parcours d'éducation au développement durable. C'est-à-dire que les deux n'ont pas la même fonction, mais qu'un atelier de philosophie environnementale avec les enfants peut vraiment s'insérer dans ce type de dispositif. Voilà, donc il va y avoir, je vais vous faire une brève introduction théorique pour que vous compreniez pourquoi je propose ce cas pratique. Ensuite, on va réaliser ensemble ce cas pratique et enfin, comme je vous l'ai dit, on fera un temps d'échange et de questions. Alors pour commencer, je voudrais juste revenir sur certaines positions qu'il y a face à la crise environnementale. Alors c'est forcément caricatural, mais ça permet un peu de voir un peu le paysage des différentes postures vis-à-vis de la crise environnementale. Alors, premièrement, il y a ceux qui considèrent qu'il n'y a pas vraiment de problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de crise. Donc, c'est souvent ceux qu'on appelle les climato-sceptiques. Donc, ils vont décréter qu'en fait, il n'y a pas de problème, en fait, qu'il n'y a pas de crise. Donc, pour eux, finalement, la question ne se pose pas. Ensuite, il y a ceux qui considèrent que c'est le statu quo. En fait, on peut continuer d'exploiter la nature telle qu'on le fait. La nature est essentiellement un réservoir de ressources inépuisable généralement, et il s'agit de continuer à l'exploiter. Généralement, derrière cette posture, il y a l'idée que la technique va pouvoir pallier à tous les problèmes qu'on va rencontrer. Donc c'est vraiment cette conception d'un rapport à la nature très moderne qui a été remis en question ces dernières décennies. Et l'idée, clairement, c'est que même s'il y a crise environnementale, toute l'intelligence humaine et techniciste va pouvoir venir nous aider à pallier à ce problème. D'un autre côté, on va avoir ceux qui sont les protecteurs de la nature et qui, face à cette crise environnementale, considèrent qu'il va falloir mettre la nature sous cloche pour la protéger des humains qui sont extrêmement destructeurs pour elle, extrêmement nocifs. Donc, il y a ce qu'on appelle la posture de la sanctuarisation de la nature. Enfin, face à ça, il peut y avoir une autre posture, c'est celle du catastrophisme vert, c'est-à-dire qu'on va, face à la crise environnementale qui est là, penser qu'il y a un risque certain d'effondrement de notre civilisation. Et donc, on va avoir, dans ce courant qu'on appelle le courant de l'effondrement de la collapsologie, énormément de personnes qui vont se sentir paralysées face à cette urgence et cette crise imminente liée à la crise environnementale et la destruction de la nature. Et donc, ça va développer ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-anxiété, ou même ce que les psychologues définissent comme la dépression verte. Car dans ce discours, il y a toute l'heuristique de la peur qui se développe, et souvent l'heuristique de la peur, ça mène à une forme de paralysie, et donc on est dans une forme d'inaction. On a l'impression qu'on ne peut pas agir, que rien ne peut être fait. Donc, il va y avoir deux postures qui vont se développer, c'est-à-dire une posture un peu d'inertie, ou en tout cas du fait qu'on ne peut pas rien faire, et donc on reste bloqué là à regarder le monde s'effondrer. Et puis d'un autre côté, il va y avoir une autre manière d'envisager au sein de ce courant les choses. Ça va être de dire, puisque la nature puisque les choses vont s'effondrer, notre société va s'effondrer, il va falloir réussir à se débrouiller tout seul face à une nature qui va devenir très hostile. Et donc on assiste là au courant du survivalisme qui est assez guerrier, avec l'idée qu'il faut, et assez guerrier et assez individualiste aussi. C'est l'idée qu'il faudrait être capable de survivre seul dans une forêt, de savoir à nouveau chasser, pêcher, etc., ce qui va se présenter pour essayer de survivre face à la catastrophe qui s'annonce. Donc là, on voit, par rapport à toutes ces postures-là, qu'il y a à chaque fois une certaine vision de la nature et qui nous met dans une certaine forme de dualisme, c'est-à-dire qu'il y aurait d'un côté les êtres humains et de l'autre côté une nature. Et là, on voit que, par exemple, dans le cas de l'exploitation de la nature, ce serait soit les êtres humains qui exploitent une nature qui est à disposition, donc qui est un puits de ressources sans fin. Quand on est dans l'idée à l'opposé de la sanctuarisation de la nature, on est quelque part dans une vision de la nature qu'il faudrait protéger des êtres humains, et donc on est à nouveau dans une forme de dualisme, c'est-à-dire la nature qu'il faut protéger d'un côté et les humains de l'autre.
Dans le cas du catastrophisme vert ou des courants de collapsologie, c'est un peu la même idée aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à une catastrophe annoncée, et soit on est dans une forme d'inaction, on est coupé de la nature, soit on est dans une forme de survivalisme, et alors on est à nouveau dans une forme dans une forme de dualisme avec la nature, où il faudrait dominer cette nature qui serait hostile. Donc, face à ce dualisme-là, il y a un certain nombre de penseurs aujourd'hui qui nous invitent à réenvisager notre rapport au vivant afin de recréer du lien, d'éviter d'être à nouveau dans ces dualismes qui opposent les êtres humains et la nature. Et cette idée, il la développe pour nous dire que si on repense, si on sort de ce dualisme, on va avoir une autre vision de la nature qui nous permettra peut-être, en tout cas, de trouver des leviers d'action pour remédier à la crise environnementale qu'on est en train de vivre. Donc ce qu'ils nous disent, en fait, c'est que notre concept de nature est problématique et qu'il faut le réenvisager. Alors pour ça, je vais vous parler d'un penseur essentiellement, un jeune philosophe qui me semble très abordable et qui à la suite de Philippe d'Escola, montre bien tout ça. Il explique notamment que pour remédier à ce dualisme-là, il faut comprendre que notre crise environnementale est avant tout une crise de la sensibilité. Donc, il montre que la crise de la sensibilité, c'est un appauvrissement de ce que nous pouvons sentir, percevoir, comprendre, tisser comme relation à l'égard du vivant, une réduction de la gamme d'affects, de percepts, de concepts et de pratiques nous reliant à lui. Donc, ça veut dire, en gros, que s'il y a crise environnementale, c'est parce qu'on s'est coupé de cette nature et du vivant, de manière plus générale, parce qu'il va nous dire que finalement, le concept de nature est problématique, parce qu'il fait appel à chaque fois à ce dualisme. Et donc, il nous dit qu'il faut réapprendre à tisser du lien avec le vivant. Il emprunte le terme de extinction de l'expérience de nature à l'écrivain Robert Pyle, et pour bien montrer qu'en fait, on n'a plus l'habitude de côtoyer cette nature-là et qu'on n'est plus en capacité de créer du lien et qu'on la met toujours trop à distance. Il y a une étude qui montre, concernant les enfants, qu'un enfant nord-américain entre 4 et 10 ans est capable de reconnaître et de distinguer en un clin d'œil expert plus de 1000 logos de marques, mais qu'il n'est pas en mesure d'identifier les feuilles de 10 plantes de sa région. Donc on voit bien que là, il y a une capacité à discriminer les formes et les styles d'existence des autres vivants qui est clairement dirigée vers les produits manufacturés. Donc il y a une question aussi d'habitude aussi et d'éducation au regard du fait d'apprendre à voir son environnement. Donc là, Baptiste Morisot nous dit que en fait, notre manque de culture du vivant dans notre société occidentale fait que du coup, on a un univers mental qui est appauvri concernant le vivant et qu'on a une réduction en fait de notre imaginaire des formes de vie. Par rapport à ça, je vous incite, si ça vous intéresse, à voir ce livre-là. Il est dans la bibliographie. C'est le livre de Estelle Zhuang Mangal qui s'appelle Apprendre à voir le point de vue du vivant et qui travaille aussi avec Baptiste Morisot. Et elle explique justement que si on réfléchit à l'imaginaire, par exemple, du train, donc qui est un produit technique fabriqué par l'humain, on peut avoir tout un imaginaire qui va se développer. Et si on fait l'expérience, par exemple, avec le chevreuil, les choses vont être vraiment complètement différentes. C'est-à-dire que l'imaginaire va être beaucoup plus appauvri. Donc l'idée, pour ces penseurs-là, ça va être de dire, OK, il faut, pour changer notre représentation de la nature, il faut réapprendre à voir et à écouter cette nature. Et donc, ça va nous permettre ainsi de réenvisager notre rapport au vivant. Pour ça, il emploie le concept de pistage. C'est-à-dire que lui, il a l'habitude, c'est un penseur qui est quand même assez sur le terrain, donc il a l'habitude d'aller dans les forêts, notamment du Vercors, pour aller pister les loups, par exemple. C'est-à-dire que ça ne va pas du tout être de la chasse, hein, ça va être juste l'idée d'aller
s'immerger dans un contexte, un environnement qui va être celui du loup pour essayer de voir comment il évolue, de l'observer, de se mettre en retrait et de comprendre la manière dont cet animal évolue. Si vous avez lu La Panthère des Neiges ou vu le film, lu le livre de Sylvain Tesson, enfin, vous voyez, c'est un peu la même chose. Il parle de l'idée d'être à l'affût, ça veut dire se mettre en recul en tant qu'être humain dans un environnement que l'on va considérer comme n'étant pas le nôtre, mais celui des animaux qui le peuplent. Donc quand il parle de pistage, il dit « J'entends le pistage en un sens philosophiquement enrichi, comme la possibilité, la disponibilité au signe des autres formes de vie. » Donc ça va être l'idée de se mettre un peu quand même en recul en tant qu'être humain et à décentrer peu à peu notre regard. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Il me semble que tous ces outils théoriques que ces penseurs développent sont très intéressants pour essayer, dans le cadre d'un atelier de philosophie environnementale avec les enfants, où on n'est pas forcément en pleine nature, où on est en classe et où on va développer, ce qu'on veut développer, c'est quand même des habiletés conceptuelles, des habiletés sociales, ça va être de les aider quand même, via cet atelier-là, à décentrer leur regard et pour réapprendre ensuite à penser le concept de nature et à réenvisager notre rapport au vivant. C'est pour ça que ça peut être très intéressant de combiner ces ateliers de philosophie environnementale avec un parcours d'éducation au développement durable, par exemple, où on peut faire des balades en pleine nature, où on va se balader en forêt pour construire un herbier, etc. Et ensuite, on peut très bien amener des ateliers de philosophie environnementale pour penser cette crise de la sensibilité et la dépasser, justement. Alors, justement, donc l'objectif de ces ateliers de philosophie environnementale, ça va être premièrement de voir que la nature est un enjeu philosophique. Ça veut dire que la nature fait problème et que la nature ne va pas de soi, finalement, qu'elle soulève des enjeux. Peut-être que jusque-là, les enfants ou les adolescents ne s'étaient pas posé la nature comme une question. Ça va être de les aider à réfléchir et à conceptualiser justement cette notion de nature et de saisir les enjeux éthiques qu'elle peut soulever. Et c'est là où je pense qu'il y a une spécificité des ateliers, de ces ateliers, ça va être peut-être de réveiller, ou en tout cas d'éveiller la sensibilité au monde naturel. Et par sensibilité, j'entends à la fois, quand il est question par exemple de pistage, sensibilité, ça va être à la fois une forme d'attention et d'esprit critique aussi. On y reviendra. Donc, l'idée de ces ateliers, ça va être d'aider les enfants et les adolescents à décentrer leur regard et peut-être de les inviter à passer d'une vision anthropocentrée à une vision beaucoup plus large du point de vue du vivant en général. Et donc, pour cela, il faut favoriser les supports de réflexion qui vont permettre justement de décentrer ce regard, d'élargir et d'adopter des points de vue non anthropocentrés, et de faire dialoguer de manière argumentée ces points de vue, parce qu'on reste toujours dans le cadre, bien évidemment, d'un atelier de philosophie où on veut développer la pensée critique, attentive et créatrice. Voilà, donc ça, c'est un peu les objectifs des ateliers, tels que je les présente aujourd'hui. Et donc, dans cette perspective, le jeu de rôle nous a semblé être vraiment un moyen, en tout cas, de permettre aux élèves, aux enfants et aux adolescents de décentrer leur regard et de venir de mener une réflexion autour de ce concept de nature. Donc, maintenant, je vais passer à l'explication du cas pratique. Donc, on va se focaliser sur la question des forêts et de la déforestation. La méthode, donc, ça va être celle du jeu de rôle. On va partir d'un support qui est un petit film d'animation qui s'inspire du poème de Jacques Prévert, Temps de forêt. Et suite à ça, alors pourquoi j'utilise un support là, c'est parce que ça va permettre
à tout le monde de créer un contexte à partir duquel on va penser cette question de la forêt, de la présence humaine dans les forêts. On ne va pas forcément faire une analyse critique du tout du film ou essayer de dégager ce que le film voilà, peut nous apporter. Et ça peut être le cas, mais ce n'est pas forcément l'enjeu principal. Donc, il va y avoir 8 participants qui auront des fiches rôles que je vais exposer juste après. Et il va y avoir 4 observateurs. Donc, je vais revenir après sur comment on va s'organiser entre les participants et les observateurs. Les objectifs, ça va être donc d'analyser une situation depuis une perspective différente de la sienne. Donc là, on commence à être dans cette idée de décentrer le regard. Deuxième objectif, ça va être de construire donc un point de vue décentré, d'envisager d'autres points de vue qu'humains en argumentant et d'interroger la pertinence d'une vision uniquement anthropocentrée de la nature. Donc ça va être vraiment en filigrane du jeu de rôle, vraiment de commencer à se dire « Ah mais tiens, est-ce qu'une vision uniquement anthropocentrée de la nature est une vision vraiment pertinente ?» Ensuite, sur les compétences que ça va venir améliorer ou stimuler chez les enfants, ça va être stimuler les capacités d'imagination et d'empathie en se mettant à la place de son personnage, penser la différence, se questionner sur son identité et justifier une prise de position, notamment sur le plan éthique avec les arguments. Voilà, donc comme je l'ai dit, vraiment ce type d'atelier de philosophie environnementale pour les enfants et les adolescents, il peut s'inscrire vraiment en lien avec l'éducation au développement durable en amenant une approche réflexive vraiment sur ces enjeux-là. Donc comment on va procéder? On va commencer par regarder le film d'animation. Ensuite, on va faire une lecture en survol des différentes fiches, rôles des intervenants. Il va y avoir des fiches êtres humains, des fiches faune et flore. Ensuite, je demanderai à chaque intervenant qui auront les fiches rôles de réfléchir 4 à 5 minutes plutôt sur leur fiche. Il y a une proposition d'aide pour construire la fiche. Ensuite, il y aura chaque intervenant présentera de manière argumentée sa fiche personnage selon sa famille d'appartenance. Et ensuite, les observateurs feront une discussion argumentée à partir des présentations argumentées des différents participants. Je reviendrai en détail vraiment sur comment va se dérouler la présentation argumentée des participants et la discussion argumentée des observateurs. Donc, je vais lancer la vidéo. Voilà, donc maintenant qu'on a vu cette courte vidéo, je voudrais maintenant vous présenter un peu plus en détail le cas pratique. Alors bien sûr, la vidéo, on pourra y revenir dans la discussion. Elle peut vous inspirer quand vous allez construire vos fiches rôles. Mais pour l'instant, on la garde un petit peu comme ça en arrière-pensée. On ne va pas tout de suite essayer de l'analyser. Alors, donc les fiches des différents participants, donc ça va être d'un côté, il va y avoir 4 fiches participants concernant les êtres humains. Et il va y avoir 4 fiches faune et flore. Alors, il faut savoir que ce jeu de rôle, on l'a fait avec l'association avec Philo pour enfants dans le cas des vacances apprenantes avec des élèves de 6e et de 5e. On l'a également fait avec des élèves de CM1. Certaines fiches, je les ai adaptées un petit peu aujourd'hui pour la formation, pour avoir un niveau disons, adulte, mais on peut tout à fait les adapter. Et dans le temps d'échange et de questions, on pourra y revenir sans souci pour voir comment les adapter en fonction de la tranche d'âge. Alors, donc il va y avoir en tout 8 participants. Je survole un petit peu les fiches et ensuite on fera un temps pour vous demander qui veut participer et en fonction des différents personnages.
Donc pour le randonneur, à chaque fois j'ai mis juste une initiale, comme ça vous choisissez si le personnage est féminin ou masculin, comme vous le souhaitez. Donc, description du personnage, c'est à 54 ans. Ce personnage pratique la randonnée en solitaire, essentiellement dans les forêts depuis plus de 20 ans. Ce personnage aime observer les animaux, faire des photographies de la nature, faire des bivouacs dans la forêt, fumer des cigarettes, ramasser des champignons. Ce personnage n'aime pas les chasseurs, les exploitants forestiers, croiser des gens dans la forêt et les feux de cheminée. Ensuite, nous avons un chasseur. Le chasseur a 32 ans. Ce personnage a toujours chassé en forêt dès son plus jeune âge, c'est une tradition familiale. Ce personnage pratique plusieurs types de chasse, comme le tir, le piège ou la chasse à la glu. Ce personnage aime marcher et guetter dans sa forêt communale, chasser et tuer des animaux, ramasser les champignons. Il aime les feux de cheminée et se chauffer au bois. Il aime fumer des cigarettes. Ce chasseur n'aime pas les végétariens, les anti-chasses, les véhicules qui roulent dans la forêt, comme les vélos, les quads ou les tracteurs, et il n'aime pas les randonneurs. Ensuite, nous avons P qui est un patron d'une scierie. Il a repris la scierie de son père dans les Hauts-de-France. L'entreprise a 32 salariés, mais elle est au bord de la faillite à cause de la concurrence des marchés asiatiques. Et parce que l'Asie est en fait, oui, la première région d'importation et de transformation du bois. Alors, P est en manque de bois pour faire tourner sa scierie. Pendant le confinement de mars 2020, en toute illégalité, il envoyait ses équipes abattre des arbres sur des parcelles privées pour reconstituer ses stocks. P aime travailler en équipe, couper des arbres, travailler le bois, voir la scierie de son père fonctionner encore, se baigner dans les rivières. Il n'aime pas tout ce qui empêche la scierie de fonctionner, ne pas être aimé de ses salariés et ses concurrents asiatiques. J a 41 ans, il est bûcheron. Ce personnage travaille en tant que salarié pour une société de services en forêt. Cette tâche consiste à abattre les arbres sans faire de dégâts au peuplement, consiste à façonner les arbres, à les trier par type de produit. Ce personnage aime marcher dans les forêts du monde entier, faire des feux de cheminée mais avec du bois labellisé FSC. Il aime veiller au bon développement de la gestion durable d'une forêt et il n'aime pas couper des arbres, la déforestation sauvage et les feux de forêt. Ensuite, concernant la faune et la flore. Nous avons un chêne. Donc le chêne aime les climats lumineux, il s'installe dans les sols compacts, frais et humides. Ses fruits sont des glands et c'est grâce à eux qu'il se reproduit. Son écorce est crevassée, son bois est résistant. Il transforme le CO2 en oxygène, il abrite les oiseaux, il nourrit les animaux de la forêt, comme les oiseaux, les écureuils et les sangliers. Il fait de l'ombre aux semis et aux arbustes. Il n'aime pas certains champignons, certains coléoptères, certains êtres humains, le feu, et les sangliers qui mangent ses racines. Alors ensuite, on a un animal qui est le sanglier. C'est un mammifère crépusculaire et nocturne. Il se repose en journée dans une forêt bien exposée au soleil. Pour marquer son territoire, il frotte son corps contre un arbre afin d'y laisser son odeur. Il est omnivore, adore les glands du chêne, les champignons, les racines, les insectes, les mulots, les fruits sauvages. Il disperse les graines, il aère les sols, parfois si il est trop nombreux et se déplace en horde, il les piétine un peu trop. Les dangers pour lui sont les chasseurs, les loups, les feux de forêt et la circulation routière. Ensuite, il y a le jet des chênes. Donc le jet des chênes a un plumage coloré, rayé et noir et blanc. Il niche dans les forêts. Son alimentation est constituée principalement de graines, mais consomme aussi des insectes. En automne, il collecte des milliers de glands qu'il enfouit dans le sol pour subsister durant l'hiver. Il a une bonne mémoire visuelle, ce qui lui permet de prendre des repères tout autour de ses cachettes, mais il en oublie en grand nombre qui germent au printemps. Dans la forêt, il répartit les semences, il est surnommé le planteur des chênes et il est un régulateur d'insectes. Les dangers pour lui sont la martre, qui est une sorte de belette, et également les chasseurs. Enfin, les champignons. Donc les champignons ont besoin d'eau, d'air et de matière organique. Ils se développent dans les forêts. La forte présence d'arbres et d'humidité favorise leur pousse. Dans la forêt, ils décomposent la matière organique.
Ça, c'est les champignons, un certain type de champignons qui sont les champignons saprophytes. Et ils contribuent au réseau, ce que Peter Vollenben appelle le réseau Internet de la forêt. C'est-à-dire que si un arbre a quelque chose à dire à un autre, le champignon peut envoyer du liquide à travers ses racines. L'arbre envoie du liquide à travers ses racines et au bout de ses racines, le champignon a développé un réseau qui ressemble à du coton et c'est là qu'il reçoit le message de l'arbre. Il le transmet ensuite grâce à ces fils qui constituent un vrai réseau souterrain. En revanche, il peut aussi être un parasite de certains arbres. Les dangers pour lui sont les sangliers, les humains et le tassement du sol ou un fort piétinement. Ah, voilà. Par rapport aux 8 fiches, maintenant il faudrait voir, sachant que les fiches, vous allez pouvoir les consulter individuellement sur le lien qu'on va vous donner. Maintenant, il faudrait 8 participants, sachant que ce qui va se passer pour les participants dans un premier temps, ça va être simplement de réfléchir, de prendre le temps de réfléchir 4 à 5 minutes sur leur fiche personnage et de répondre à ces questions-là. Et ensuite, chacun va présenter, en fonction de sa fiche personnage, un certain nombre de points. L'idée de dire qu'est-ce que cela me fait d'être tel personnage. Pour ça, vous pouvez vous dire je me sens vivant lorsque, voilà, je me sens heureux lorsque vous prenez vraiment la place de votre personnage. Ensuite, vous réfléchissez à ce qu'est la forêt pour vous. Et enfin, l'idée, ça va être de se demander si, oui ou non, selon votre personnage, il faut protéger les forêts de la présence humaine en argumentant votre posture. Et s'il s'agit de protéger la forêt de la présence humaine, vous pouvez imaginer des solutions, c'est-à-dire comment on pourrait protéger la forêt de la présence humaine. Donc ça va être le temps des différents participants, des 8 participants. Vous allez présenter les uns après les autres votre argumentation, votre profil et votre argumentation par rapport à la préservation des forêts. Et ensuite, la discussion argumentée viendra entre les observateurs. Donc, si vous choisissez d'être observateur, vous allez bien écouter les différents arguments qui vont être prononcés par les différents participants et vous allez ensuite les restituer de manière argumentée dans une discussion entre vous. Voilà, donc là on revient ici, voilà, ce sera mieux. Donc aux différents choix des participants et des observateurs. Donc il me faudrait là 8 participants et 4 observateurs. Donc allez-y, n'hésitez pas. On va commencer, je ne sais pas qui peut mettre, on va commencer comme ça. Il me faudrait dans les... Alors, un randonneur. Vous pouvez ouvrir la caméra. Hein. Alors, il faut vous mettre à la place des enfants dans ces cas-là. Alors, les enfants, généralement, vont très vite aller choisir les animaux. Et ça va être plus difficile pour eux d'aller choisir les végétaux, mais ils le font quand même pas mal. Ils se pratiquent, ils se lancent quand même pas mal dans le jeu. L'idée, vraiment, ça va être de développer cette capacité à se mettre à la place de l'autre. Et là, dans un premier temps, c'est juste de s'insérer dans le personnage. Alors, ce qui est dans les fiches, c'est des indications. Donc vraiment, c'est si jamais vous avez d'autres idées qui vous inspirent par rapport à une fiche de personnage, vous pouvez totalement aussi les ajouter et on enlever certaines si ça ne vous parle pas. Mais là, c'est sûr que le jeu de rôle va fonctionner que s'il y a des participants, sinon ça va pas. Je vais pas pouvoir me dédoubler pour faire tous les. Alors, il y a Marion qui dit qu'elle veut bien être un animal ou un végétal. Ouais. Alors, je vais noter en tant que j'y suis. Alors, Virginie, elle veut bien être la chasseuse. Alors, Virginie, chasseuse. Virginie peut décider d'être un homme aussi, ça marche. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'elle a mis chasseur. Non, mais j'ai mis chasseur, mais ça peut être... Laura veut bien être randonneur. Ah, ou Laura veut bien être la Syrie aussi, le patron de la Syrie. Okay. Et comme ça, vous, Laurence, vous êtes la randonneuse ou le randonneur? Ok. C'est Laurence, ouais.
Laura, donc c'est la Syrie. Hop. Mhm. Alors, il nous manque un sanglier, il nous manque un champignon. Un jet des chaînes. Un jeu du chef. Ouais. Et donc, le chêne, c'était. Il y a Marie-Pierre qui avait dit qu'elle voulait bien être sanglier. J'ai pas vu passer. Ah, ok, et là, parfait. Il nous manque juste quelqu'un pour faire soit le chêne, soit le champignon. Marion, vous aviez dit que vous pouviez faire les deux. Ouais, l'un ou l'autre, ça me va. L'un ou l'autre. Et donc, il nous faut juste une dernière personne pour soit faire le chêne, soit faire le champignon. Allez, on y est presque. On y est presque, sinon je le fais. C'est pas grave. Ah, il y a Evelyne qui veut bien. Une personne. Evelyne. D'accord. Evelyne, du coup, vous voulez. Je vais faire le champignon. Ok, Ok, parfait. merci. Il nous faut 4 observateurs. Donc, ok. Betty. Ok pour Betty. Il nous en faut 3 autres. Lucie. Il y a encore une autre personne. Alors, qui souhaite observer, sachant que c'est une observation active. C'est ça. C'est ça. Catel. Oui. Oui. Et il y a une 3e personne. Catel Fabrice, c'est ça? Oui. Oui, Catel. Catel. Bon, sinon, on va commencer. On fera les 3, les observateurs. Et dans tous les cas, donc je vais revenir un tout petit peu sur la manière dont on va procéder pour qu'on se comprenne bien. Voilà, donc là, on va prendre 4-5 minutes maximum pour que chacun des participants, vous preniez en main votre personnage. Et donc, pour vous aider à prendre en main ce personnage, vous pouvez prendre une feuille et puis répondre à ce type de questions. Donc, l'idée, ça va être en vous aidant de la fiche ou en vous aidant aussi de votre propre, en tout cas de votre propre expérience par rapport à un certain personnage. Mais la fiche aide quand même pas mal et elle est construite de manière aussi à ce qu'elle puisse amener un certain nombre d'arguments, d'argumentation après dans la discussion avec les observateurs. Donc, le premier point auquel vous allez réfléchir, c'est le fait de vous demander qu'est-ce que cela me fait d'être tel personnage. Et c'est là où on est dans un premier pas vers le fait d'essayer de penser différemment par rapport et de se décentrer. Donc, vous pouvez commencer à réfléchir à je me sens vivant lorsque, ce qui me rend heureux, c'est, etc. Et ensuite, vous allez réfléchir à votre lien avec la forêt. Et ensuite, le 3e point, ça va être de réfléchir à pourquoi, selon vous, en tant que vous incarnez votre personnage, il faut protéger les forêts de la présence humaine. Et si oui, il se peut que ce ne soit pas nécessaire par rapport à votre personnage. Et si cela est nécessaire, il faudra expliquer juste pourquoi. Ensuite, dans le 2e moment, vous allez chacun présenter individuellement votre personnage. Et ensuite, avec les observateurs, je vais animer une discussion avec eux autour des arguments qui ont été avancés par les différents participants selon leur famille d'appartenance. Voilà. Donc là, je propose... donc l'observation est vraiment active puisqu'il va falloir un peu se rendre compte des différents arguments avancés par les différents personnages. Voilà. Donc là, je propose qu'on chacun puisse prendre un temps pour relire les différentes fiches des personnages et que les participants commencent à investir du coup leur personnage par rapport au point que j'ai mentionné ici. Donc on se laisse 4-5 minutes. Pendant ce temps-là, vous avez tous accès du coup aux documents pour pouvoir regarder les fiches. Si jamais vous avez des questions, du coup, moi je peux répondre pendant ce temps-là aussi dans le chat à certaines questions, du coup, pendant ces 4-5 minutes. En tout cas, ce qui a été fait dans la construction du jeu de rôle, c'est de veiller à ce que ça ne soit pas si manichéen que ça, et qu'il n'y ait pas d'un côté une bonne manière d'envisager les choses et une autre non. Oui, alors je comprends un peu mieux ce que vous essayez de me dire, Étienne.
Je comprends, et c'est pour ça que sur le fait que d'incarner un certain personnage ou un autre personnage, mais c'est tout l'enjeu aussi de cette sensibilisation et de cette crise de sensibilité vis-à-vis du monde vivant, hein. Justement, je pense que ça peut être dans ce qu'on initie toujours dans les ateliers philo en amont par rapport aux règles, hein, sur le fait que on ne doit pas se moquer, qu'il n'y a pas d'idées qui vont être meilleures ou moins bonnes qu'une autre, etc. Vous pouvez totalement intégrer ça dans le cycle d'atelier philo aussi, de dire que quand on va intégrer tel personnage, on va aussi venir déconstruire un certain nombre de préjugés. Ça va être aussi ça le but du jeu de rôle. Mais je vois tout à fait les biais que vous mentionnez et il faut y être attentif. Ça, je pense que vous avez raison. Oui, Marie-Pierre. Alors, je vous propose de commencer. C'était Laurent qui devait partir plus tôt. Je crois que c'était Laurence ou Laura, je ne sais plus. Laurence, ouais. Peut-être on peut commencer par vous, du coup, si vous devez partir dans pas trop longtemps, comme ça on peut avoir votre présentation. Est-ce que les observateurs sont prêts? Les observateurs, c'est bon? C'est bon, vous m'écoutez? Oui. Je commence, c'est bon? Allez-y, on vous écoute. Oui, Laurence. Alors, je suis Claude, j'ai 54 ans et je me promène quotidiennement dans les forêts autour de chez moi. Ça me rend vivant, je me sens revitalisée après mon travail de RH dans une grande société. J'observe les arbres, la faune, je me centre sur les bruits, les chants des oiseaux. Ça me rend heureux. Et surtout, je pars avec mon appareil photo, comme ça je peux prendre la vie des animaux, je peux observer le développement des arbres, des plantes. J'aime aussi faire des bivouacs pour vivre pleinement dans cette forêt qui donne vraiment un sens à ma vie. Et surtout, être sans personne. Je n'aime pas rencontrer des gens qui vont me parler, me parler de toutes des choses qui ne m'intéressent pas. Et puis surtout, ils détruisent les sentiers, vraiment. Je n'aime pas du tout rencontrer des personnes. C'est pour cela qu'il faut vraiment protéger les forêts de la présence humaine, hein, notamment des chasseurs. Alors là, ceux-là, ils réduisent toutes les populations d'animaux. Alors notamment, mais ces beaux renards, non mais ils sont tellement beaux sur mes photos, non mais franchement, mais quelle idée, non mais ces chasseurs, faut les mettre dehors. Alors, les exploitants, bien sûr, il faut qu'ils coupent des arbres, mais voilà, ils détruisent des pans de forêt, ils coupent du bois pour ces gens qui veulent se chauffer auprès de leur cheminée. Là, franchement, non, je ne comprends pas du tout ces gens qui viennent dans les forêts, tout massacrer. Pour moi, il faudrait vraiment protéger les forêts de la présence humaine, surtout des gens qui viennent en groupe, hein, parce que moi j'y vais tout seul, donc et puis je sais comment prendre soin de la forêt, donc voilà, je me promène en solitaire, je ne détruis rien. Voilà, il faudrait vraiment interdire certains secteurs et surtout interdire la chasse. Voilà. Ok, interdire certains secteurs, c'est-à-dire préserver des zones sauvages. Voilà. À faire des quotas peut-être de personnes qui puissent se balader. Ouais. Et ensuite interdire la chasse, clairement. Clairement, oui. Oui. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup. Ensuite, qui veut prendre la parole? On pourrait continuer avec peut-être du côté de la faune ou la flore qui serait disponible. Marie-Pierre, d'accord, on vous écoute. Voilà, alors moi je suis le sanglier. Oui. Je vis dans la forêt, à l'ombre des arbres et de la foule des hommes. Je me sens vivant dans ces vastes forêts quand elles sont éloignées de la circulation, du bruit des villes. Et j'aime vivre avec ma petite tribu. Nous sommes souvent organisés en famille avec nos petits marcassins. Nous mangeons ce que nous trouvons
des glands, des racines, des insectes, des mulots. Donc on ne fait pas de dégâts puisque notre alimentation est très répartie sur tout ce qu'on peut trouver. J'aime me sentir un peu en marge de ces hommes. Et donc, pour cela, je ne me montre que le soir à la tombée de la nuit ou carrément dans la nuit. Donc, on me voit peu. J'aime le soleil, je m'y chauffe dans les forêts, mais de façon discrète, de manière à ce qu'on ne puisse ne pas me surprendre. Pour moi, la forêt, c'est mon lieu de vie que je partage avec beaucoup d'autres animaux. Je tolère les humains, mais à condition qu'ils restent à distance. Je ne supporte pas quand ils viennent avec des scies, des machines pour couper des arbres, pour redresser des chemins. Et ce qui m'est encore le plus difficile, c'est quand ils construisent des routes. Parce que lorsque nous mangeons, nous baladons, nous fouinons, avec notre truffe, nous essayons de retourner pour trouver la vermine dans les petits chemins. Et quelquefois, cette nourriture nous manque car la forêt a été réduite parce qu'on a fait des constructions. Alors, il nous arrive la nuit, parfois, de faire quelques escapades en pleine ville, hors de la forêt. Évidemment, ça cause des problèmes aux hommes parce qu'on peut provoquer des accidents. C'est une raison supplémentaire pour vraiment conseiller les hommes de nous laisser un espace suffisant pour nous nourrir et nous développer en forêt. L'autre chose qui m'ennuie également, c'est qu'à côté des autoroutes, ils construisent des champs. Notre forêt étant tellement petite, c'est trop facile pour nous d'aller se nourrir de maïs. Ensuite, si nous sommes bien nourris, nous nous reproduisons. Nous reproduisons à l'excès. Et ensuite, les chasseurs viennent et nous massacrent. Vraiment, la solution, c'est de nous laisser un territoire suffisamment vaste, de laisser la paix dans cette forêt, le silence, pour qu'on puisse vivre en équilibre, les hommes et les animaux. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel de ma condition de sanglier. De sanglier. Et du coup, pour depuis votre posture, vous considérez qu'il faut protéger les forêts de la présence humaine. Concrètement, ça voudrait dire arrêter la construction d'autoroutes, de champs, de champs au bord des routes, arrêter une forme de déforestation ou toute gérance de forêt ça irait jusqu'où? Ça voudrait dire... Il faut laisser des espaces de forêt suffisamment vastes pour qu'il n'y ait pas d'interaction trop grande entre les animaux qui ont besoin de vivre leur vie animale d'une manière équilibrée et des hommes qui viennent la perturber et modifient les comportements et engendrent des difficultés qui sont gênantes pour les hommes eux-mêmes. Merci beaucoup Marie-Pierre. On a noté. Alors, on va reprendre quelqu'un chez les êtres humains. Alors, il nous faudrait soit le patron de la Syrie, soit... Ah, Laura, alors on vous écoute. Donc, je disais donc que c'est très ironique de me voir en patronne de Syrie, parce que quand j'étais petite, il était hors de question pour moi de prendre cette place. Chaque fois que j'entendais le bruit d'une scie sur du bois, je pleurais. Donc, c'était assez... Et puis, en grandissant, je me suis dit quand même que c'était plutôt bien de reprendre l'entreprise de mon père, parce que ça fait du travail pour des gens qui le connaissent, ce travail, qui l'aiment aussi et qui aiment le bois, parce que je ne vois pas comment on peut travailler dans une scierie sans aimer, sans connaître le bois. Et ensuite, pour moi, la forêt, c'est vraiment une source de... plus que de plaisir, de bonheur. Quand je vais me baigner dans les rivières, quand je sors des rivières et que je marche pieds nus et que je sens les feuilles, les branches, les mousses sous mes pieds. C'est aussi, c'est pas de la fierté, c'est une satisfaction de voir que jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent parce que là on est vraiment au bord de la faillite, on a pu faire fonctionner cette scierie grandement menacée.
Alors bien sûr, il y a des gens qui nous ont pointé du doigt, enfin qui m'ont pointé moi personnellement du doigt, parce qu'en 2020, en plein confinement, j'ai refait mes stocks de bois en faisant raser je trouve plus mes mots, enfin des parcelles privées. Mais il faut dire aussi que face à la concurrence asiatique, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? C'est une concurrence écrasante. Pourquoi les pouvoirs publics ne font rien pour nous protéger, nous? Parce que l'importation de bois asiatique, certes, est moins chère, mais elle est moins chère au niveau du prix. Il faut voir comment les gens là-bas sont payés. Et, ça aussi, ça participe à un déséquilibre de toute la faune, de toute la flore, enfin de tous les écosystèmes. Il faudrait quand même aussi y penser. Et moi, j'avoue qu'il y a il y a un problème que je n'ai pas réussi à résoudre, c'est comment trouver l'équilibre entre l'équilibre social de mes salariés et l'équilibre écologique. Je ne sais pas trop comment faire. Si seulement, alors qu'on soit, qu'on soit modéré et même observé, hein, avec des modérateurs pour nous dire non, là vous exagérez. D'ailleurs, ça montre la limite aussi des confinements, hein. C'est que moi, j'ai pu faire ce que j'ai voulu en toute impunité, hein. Personne ne m'est tombé dessus avant octobre 2020. Donc, et qu'on soit modéré, oui, qu'on soit interdit, quand même, il y a aussi des habitats écologiques qui se font grâce au bois. Le fait de couper du bois pour les cheminées, c'est aussi une forme écologique de chauffage, tant que tout le monde n'est pas chauffé par le bois, sinon ça fait une telle fumée que là, la pollution explose et que les humains meurent. Donc, c'est pour ça que je trouve vraiment qu'il est très, très difficile de trouver tout ça, de trouver l'équilibre entre tout ça. Et ce que je déteste par-dessus tout, c'est alors la hausse de l'électricité. C'est bien joli tout ça, mais alors déjà que nous, on paye des charges et des taxes à n'en plus pouvoir, si on nous augmente le prix de l'électricité, comment on va faire marcher la scierie? Je me vois mal demander à mon employé de 58 ans de se mettre à scier à la main alors qu'il sait toujours user le dos. Il ne faut pas exagérer non plus, hein. Bon, il faut penser un petit peu à tout le monde aussi. Alors ça, les pannes de machines, oui, parfois, oui, on revient à la main parce que c'est plus sûr que les machines. Sauf qu'en ce moment, même dans la forêt, on l'attrape, cette cochonnerie de virus, hein. Et bon, ça va, j'en ai déjà parlé des concurrents asiatiques, mais c'est quand même un sacré problème. Et puis ce que j'aime dans la Syrie, ben, c'est qu'on travaille en équipe, mais c'est une équipe quasi familiale. C'est pas le fait de couper le bois, c'est le fait de choisir l'arbre qu'on va pouvoir abattre en misant le moins possible à la forêt. Parce que votre Peter Villemachin, là, qui est allemand, il est bien mignon, il était garde forestier. Certainement que j'ai 27 ans, oui, je sais, ça ne se voit pas, mais j'ai 27 ans. Si jamais la scierie familiale coule, oui, je ferai une formation pour être garde forestière, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que comme ça, je resterai dans un milieu qui me rend utile, heureuse, et voilà, j'ai tout dit là, je crois, enfin pour l'instant. Merci. Merci beaucoup. Et juste une question, si par rapport à votre personnage, du coup, il faudrait protéger vraiment la forêt de la présence humaine, ou c'est-à-dire la mettre sous cloche et interdire toute présence humaine, ou pas du tout, toute exploitation, ou pas du tout. Voilà. Je ne vais pas vous dire que l'exploitation, c'est facile pour les autres de juger. Tant que leur subside, comme on disait autrefois, ne viennent pas de la forêt, c'est facile de dire il faut tout arrêter. À ce moment-là, pensez quand même à nous. Quand je dis à nous, ce n'est pas uniquement moi, la patronne. Il y a aussi les 2 employés. Bon, celui qui a 58 ans, il va bientôt partir à la retraite. Mais quand même, ce que je crois, c'est qu'il serait bien de mettre sous cloche des zones comme des parcs. Enfin, ça existe d'ailleurs, hein, les parcs régionaux. Ça, il faut vraiment le protéger. Et je dirais même, y compris des randonneurs. Parce qu'il y a des zones dans le sud-est, alors que moi je suis à l'opposé, mais il y a des zones dans le sud-est, même les petites zones pour s'approcher des calanques, elles sont interdites parce qu'il y a plein de plantes qui ont disparu. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, nous modérer, oui, nous interdire, non. Par contre, je ne vois pas pourquoi il y a des 4x4, je me trompe toujours entre le véhicule et le gâteau. Enfin, le truc à 4 roues motrices, là, ça fait un mal fou, ça aussi, hein, mine de rien. Et les fumeurs, on y pense aux fumeurs? Oui, ça a été
Ouais, mais c'est grave aussi, ça. Donc voilà, moi je pense qu'il faut pas interdire, mais modérer et être sérieusement. Moi, si on me fiche une amende pour les parcelles privées que j'ai coupées en mars 2020, je la paye. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va repasser du côté de la faune et la flore. Qui voudrait intervenir? Il nous reste Marion, Virginie et Evelyne. Marion, d'accord. Donc, je suis le chêne. Oui. En transition donc avec la Syrie. Ce que je peux commencer à dire, c'est que moi, je me sens vivant lorsque le soleil réchauffe mes feuilles, que la pluie étanche ma soif. Et ce qui me rend heureuse, c'est que je peux servir de logis à toutes sortes d'oiseaux, à des petits mammifères, à des insectes, toute une faune et une flore aussi. Et que du coup, je me sens super utile. Même si forcément, il y a toujours des 2-3 petites bestioles, certains coléoptères qui peuvent me poser souci. Mais globalement, l'équilibre se fait plutôt bien. Ce qui me rend heureux, c'est de donner naissance à d'autres petits chênes qui vont pousser à mon pied, ou un peu plus loin s'ils sont transportés par d'autres animaux. Ce qui me rend heureux, il y en a 10 000 des choses qui me rendent heureux, mais c'est quand un enfant vient se reposer au pied de mon arbre, ou alors quand il y a 2 écureuils qui grimpent tout autour de mon tronc, pour jouer, juste pour jouer. Voilà, tout ça, ça fait partie de la forêt. Et pour moi, la forêt, c'est une grande communauté vivante qui est peuplée par toute une diversité animale et végétale. Et entre nous, on a des interactions très complexes, très multiples. Et la forêt, c'est à la fois de l'entraide, ça peut être de la concurrence, ça peut être de la prédation, mais ce qui compte, c'est que toutes ces interactions, elles arrivent à s'équilibrer. Quand il y a des équilibres, bizarrement, c'est souvent parce que l'humain y intervient. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait protéger ou pas protéger les forêts de cette présence humaine? Je ne suis pas tranchée pour autant. Ce que je pense, c'est que la forêt ne devrait pas être une marchandise, n'en déplaise aux Syries. Ce que je pense, c'est que pour nous protéger, le meilleur moyen, c'est de nous laisser nous relier les uns et les autres, ne pas nous couper les uns des autres. Donc, probablement que la meilleure manière de nous protéger, de protéger les forêts, c'est d'arrêter de construire et de couper pour bâtir des infrastructures, des maisons. Il faut qu'on puisse se relier les uns aux autres et ça sert autant aux arbres, aux humains, qu'aux espèces animales et végétales dans leur intégralité. Il faudrait que tout à chacun puisse apprendre à observer ce qui se passe autour de lui. Moi-même, je suis connectée à tous mes voisins grâce aux champignons qui vivent sous le sol, dans mes racines, au niveau de mes racines. Et c'est un jeu d'échange qu'il y a avec ces champignons. Je leur donne du sucre et eux, ils me servent à communiquer avec les autres. Le sanglier qui vient fouiller à mon pied, bien sûr, il ne m'apporte pas que du bien non plus. Il peut manger ce qui pourrait être mes futurs enfants, mais il vient aussi remuer la terre et l'aérer. Il vient permettre à d'autres glandes de pousser et de devenir des futurs chênes. Il vient aussi nettoyer les éventuels parasites qu'il pourrait y avoir à mon pied. Donc, tout ça, si on prend le temps de l'observer, on comprend l'utilité et on peut comprendre comment ça marche. Et même si on ne comprend pas tout, on peut s'émerveiller de tout ce système très complexe. Donc, pas de mise sous cloche, mais de l'observation, apprendre à respecter ce qui se passe, même si on ne comprend pas tout.
et laisser les forêts se développer. D'accord. Voilà ce que je peux dire. Merci. Merci pour votre intervention. Alors, maintenant, on va peut-être laisser la parole à soit Virginie, soit Evelyne, soit Virginie aussi. Ok. Ah oui. Vous m'entendez? Oui? Ok. Alors moi, c'est Virginie, mais je suis chasseur ou chasseuse. D'accord. Virginie, d'accord. Ok. Ok, c'est bon, on vous Je écoute. me sens vivant d'être dans la nature, de me préparer, de préparer mon fusil que mon grand-père m'a offert. Je chasse quand je chasse. J'ai une vraie complicité avec mon père, avec qui je chasse depuis l'enfance. Je me sens bien dans le groupe de chasseurs auquel j'appartiens aussi. J'aime emmener mes chiens, qui sont heureux de m'accompagner à la chasse. J'apprends à observer, à être à l'affût, ça crée une excitation latente. Je repère les coins à champignons et quand mes chiens lèvent le gibier, j'ai le sentiment d'être pleinement avec eux. Nous tuons un premier animal que nous rapportons et mangerons. Ça me fait beaucoup de bien de marcher et je me sens bien après. Pour ma part, pour protéger la forêt de la présence humaine, il faudrait interdire les véhicules motorisés et autoriser les randonnées seulement le week-end. Donc, il faudrait, pour ce que vous m'avez... Pour protéger la forêt, on interdit les randonnées Voilà. et les véhicules, hein, c'est ça. Ouais. On autoriserait les randonnées que le week-end. D'accord. Merci pour votre intervention. Alors, ensuite, il nous reste Virginie qui incarne le G des chênes ou Evelyne pour les champignons. Donc, Virginie, oui, on vous écoute. Donc, moi, je suis le G, vous m'entendez? Oui. Je me sens utile et participante à l'équilibre d'un système, d'un écosystème, parce que j'ai l'impression de, non seulement de ne pas me sentir vraiment nuisible, mais plutôt utile. Et en fait, ça me rend vivant cette utilité parmi les autres. Je sens que c'est une mise en lien et que cette mise en lien, en fait, elle me permet de contribuer et ça me rend heureux de contribuer, de pouvoir permettre de semer ces graines qui vont faire que la forêt, elle va être encore plus grande. Même si j'en mange quelques-unes, en fait, je ne les mange pas toutes et donc je contribue à la construction de cette forêt. Et pareil, comme je mange quelques insectes, mais que je ne les mange pas tous, je contribue aussi à l'équilibre de leur écosystème, sans pour autant les exterminer. Pour moi, la forêt, c'est un système vivant où, du coup, chaque espèce animale et végétale présente collabore et du coup, ça forme une forme de co-construction. Je pense qu'il faudrait protéger les forêts, non pas forcément de la présence humaine, parce que l'humain, il peut également contribuer à son équilibre, mais plutôt protéger la forêt des abus de l'humain. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention et pour la présentation de votre personnage. Virginie, oui. Il y avait une main levée. Ah non, c'est juste qu'il n'y avait pas de main. Et du coup, on va écouter maintenant Evelyne. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, Evelyne pour les champignons, du coup. Moi, ce que j'aime le plus dans la forêt, c'est faire le facteur pour les arbres. À travers de leurs conversations, je peux me fabriquer des histoires et puis je suis au courant de tout ce qui se passe dans la forêt. Bon, en même temps, hein, les arbres qui ne jouent pas le jeu, la solidarité, moi, je peux les empêcher de faire du mal. Grâce à ça, grâce au fait que je peux suivre toutes les conversations, j'ai l'impression de continuer à participer à l'ordre du monde parce que j'en fais déjà partie de l'ordre du monde parce que sans moi, sans les champignons, le monde, il n'existe pas de toute façon. Alors, pour moi, la forêt, c'est une grande dame. Hein, c'est une grande dame qui nous permet d'exister, d'être vivant.
de vivre entre nous, qui nous câline, qui nous console quand on est triste. Et c'est là où j'ai tous mes copains. Par contre, j'ai aussi des ennemis, hein. Mais bon, c'est comme ça partout, je crois. Heureusement, il y a des chasseurs de sangliers. Ce qu'il faudrait faire pour protéger la forêt de la présence humaine, ben, on devrait y mettre des règles plus sévères. Genre, les obliger à marcher en chaussons ou pieds nus pour pas qu'ils nous écrasent avec leurs grosses chaussures de marche. Poster des contrôleurs de chasseurs, sauf les chasseurs de sangliers. Poster des contrôleurs de bûcherons qui couperaient que les arbres qui jouent pas le jeu et qui sont pas sympas. Et puis, comme ceux qui n'ont pas besoin de mon service courrier, par exemple. Et puis mais pas les chasseurs de biches, hein, parce que c'est mignon une biche. Bon, en plus, faire ça ferait des emplois pour plein de gens. Mais il n'y a que l'homme qui peut établir des règles plus sévères que les règles de la forêt. Pour ça, il doit apprendre à mieux nous connaître et à mieux connaître ceux qui vivent dedans, comme nous. Mais je ne veux pas interdire la forêt aux humains parce que j'aime bien quand on m'admire. Donc, ben voilà. Voilà. Merci beaucoup. Il faut protéger la forêt des imposteurs. Alors, je viens de me rendre compte qu'il me manque juste un personnage, c'est celui du bûcheron. J'ai pas noté s'il y a quelqu'un qui le fait ou pas. Oui, non, je crois qu'on l'a pas distribué le bûcheron, effectivement. C'est ça, en fait. Du coup, je vais le faire, hein, parce que sinon, on va pas avoir le temps. Il y a quelqu'un qui... alors, bon, quelqu'un veut le faire au pied levé, le bûcheron. Laura, vous voulez faire aussi celui-ci? Ok. Je reste dans la même veine, hein, la même veine Oui. de bois. C'est ça. Avec une petite nuance, mais... Moi, ce que j'aime dans le fait d'être bûcheron, c'est déjà la chemise, hein. Ça vous pose une personne, ça, quand même, tout de suite. Et puis, on est dehors, et puis la patronne, elle a beau être pénible. Personne n'est là pour nous faire chier, hein, faut pas. Le tout, c'est de savoir bien faire son boulot, quand même, hein. Et puis les gens qui veulent qu'on ne travaille plus, ben, moi, je veux bien, mais s'il n'y a plus de bûcherons, les forêts, elles ne vont pas être dans un très joli état non plus, hein. Parce que j'ai beau ne pas avoir d'instruction, bah, je suis désolée, mais les forêts originelles, ça n'existe plus et on ne les retrouvera jamais. Faut arrêter de rêver, hein. Avant, c'était mieux. Je sais pas, moi, bon, de toute façon, 41 ans, je ne vais pas pouvoir continuer bien longtemps, hein, donc je suis, oui. Alors, bon, si, je vais pouvoir continuer, puis je pourrais toujours travailler ailleurs que dans une scierie, parce que c'est ce que je disais au début, les bûcherons, on en a toujours besoin, hein, parce qu'il faut bien élaguer. Enfin, c'est pas élaguer, moi, j'aime pas ça, élaguer. Mais par contre, il faut débroussailler à certains moments. Puis ça, qui sait le faire, ça, hein, franchement? Qui est-ce qui a envie d'aller se geler par les temps qu'il fait, là, à couper ce qu'il faut dans les forêts? Personne, faut pas. Et puis, moi, la forêt, c'est mon domaine, j'y suis, je suis un peu comme un arbre, j'y sens vraiment des racines, mais des racines qui marchent, des racines qui me permettraient de faire le tour du monde, quoi. Le tour du monde des forêts, sauf les forêts asiatiques, parce que alors là, il y a des moustiques partout, je déteste ça. Faut pas, et puis j'aime pas, non, couper les arbres pour couper les arbres, c'est pas la peine. Moi, il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que la patronne, elle est... Non, là, quand elle nous a envoyé pour l'abattage des parcelles, moi j'ai dit non, j'ai pas voulu, parce que c'est quoi ça, abattre des arbres qui sont encore vivants pour refaire du stock, faut quand même pas exagérer non plus. Et puis oui, moi j'aime beaucoup faire du feu avec du bois. Je le coupe toute la journée, donc je le reconnais, le bois labellisé FSC. Faut quand même pas... Et puis, mine de rien, ben, mon métier, il me permet de participer à la bonne marche du développement et de la gestion durable de la forêt, quoi. C'est pas...
Et puis, par contre, tout ce qui pousse en sauvage, vraiment sauvage, hein. Là, quand je parlais des broussailles, c'est ce qui est mort, ce qui est sec, ce qui est... Non, non, ça... Mais la déforestation sauvage, c'est très, très important. Non, non, justement, il faut... Oui, c'est très important, c'est un problème auquel il faut s'attaquer de front. Et puis arrêter les feux de forêt, quoi. Il faut arrêter de jouer avec les allumettes, avec le briquet, avec le verre, avec tout ça. Non, non, mais les humains, moi, c'est tout juste si je leur interdirais pas l'accès à la forêt, hein, parce que, franchement, qui peut dire que tel clampin est allé se perdre et a pique-niqué, et a laissé du verre et ça a déclenché. Et puis bon, enfin bref, je préfère m'arrêter. Merci beaucoup. Donc après la présentation argumentée des différents personnages, maintenant je vais inviter les observateurs à, s'ils ont pris des notes, à énoncer les différents arguments qu'ils ont pu voir sur la protection des forêts de la présence humaine ou non par les différents personnages. Alors, du coup, il y a Betty, Lucie, Catel et Hélène, si j'ai bien noté. Oui. Vous pouvez allumer vos caméras ou vos micros. Si vous voulez, donc on va faire une forme de discussion que je vais animer, mais on peut commencer par si quelqu'un veut commencer, puis chacun peut énoncer aussi ce qu'il a noté, et puis je vais essayer d'animer cette courte discussion. Alors, qu'est-ce que quelqu'un veut commencer? Je veux bien me lancer, c'est Betty. Betty, ok. Alors, on vous écoute. Ouais, j'ai noté quelques arguments compatibles entre les différents intervenants, à savoir la préservation des forêts et la réduction des passages humains. Oui. Donc ça, c'était par rapport à les réductions. Si vous vous souvenez un peu des personnages qui ont évoqué ça? Ouais. Alors, là, il y a le bûcheron, par exemple, à l'instant, qui vient de le dire. Il a parlé d'interdiction d'accès. Le chasseur a dit qu'il fallait effectivement interdire les véhicules et autoriser les randonnées que les week-ends, donc il y aurait quand même une forme de réduction. Le jet a parlé des abus de l'humain. Il a parlé d'effectuer qu'il serait essentiel que l'être humain entreprenne une sorte de veille écologique. Après, chez le patron de la scierie, il a dit qu'il fallait modérer les accès, mais les interdire non. Le sanglier s'est plaint de la déforestation aussi. Et du grignotage de l'être humain sur les espaces qui leur est nécessaire pour vivre. Du coup, on peut imaginer que l'air de rien, c'est ce qu'il demande aussi, c'est une préservation de parcelles. De la même manière que le randonneur aussi a dit, il faudrait préserver de la présence humaine et des groupes. Alors, merci beaucoup déjà pour ce premier éventail d'arguments qui a été mentionné. Alors, on pourra se demander s'il n'y a pas déjà une forme de paradoxe de la part du randonneur de proposer une interdiction de la présence humaine, ou en tout cas une préservation, une protection de la forêt, de la présence humaine venant d'un être humain. Et ça revient aussi chez d'autres formes de présentation chez les êtres humains. Est-ce que une autre personne veut rebondir sur ce qu'a dit Betty? D'autres observateurs. Est-ce qu'il y a des arguments que vous avez notés sur la protection des forêts sur la protection des forêts de la présence humaine, des arguments qui seraient vraiment incompatibles ou qui seraient plutôt compatibles et complémentaires, justement? Si on reprend les différents arguments évoqués. Lucie, Catel, Hélène. En fait, peut-être qu'il faudrait clarifier juste parce que pour moi, c'est pas très explicite, compatible entre les personnages, c'est ça l'idée? Entre les personnages et entre les besoins les besoins évoqués de certains personnages, voilà, et
et les besoins, est-ce que les besoins peuvent être contradictoires? C'est-à-dire, est-ce que certains veulent préserver, comme je disais par exemple, le fait que le randonneur aime se promener seul dans la nature, mais refuse la présence d'autres randonneurs. Est-ce que cet argument-là est recevable? Est-ce qu'il n'est pas paradoxal? Et voilà, ce type d'argumentation. Du coup, c'est par rapport à ça. Est-ce que la manière dont le chêne a présenté l'idée qu'il faut préserver, protéger la forêt de la présence humaine est compatible avec l'argument énoncé par le patron de la scierie? Vous voyez? Moi, j'ai le sentiment que pour le chêne en particulier, il y avait quelque chose d'assez, comment dire, une espèce de complémentarité, parce que il évoquait l'idée, enfin, elle évoquait l'idée de relier chaque habitant, utilisateur, ou je ne sais pas trop comment appeler ça, enfin tous les intervenants dans l'espace de la forêt, qui avaient une solidarité à mettre en place, mais qu'il n'y avait pas d'exclusion finalement de chacun, enfin qu'il ne fallait pas exclure forcément la présence humaine, mais qu'il fallait que chaque intervenant agisse dans une certaine synergie, une certaine complémentarité dans l'idée de protéger ensemble, de mutualiser cet espace-là. Donc, enfin voilà. Alors, effectivement, et c'est un argument qui revient, en fait, quand même, cette idée de modération. Donc, il n'y aurait pas vraiment, sauf peut-être le champignon, qui quand même a des revendications qui sont quand même assez poussées sur le fait qu'il faudrait des règles assez sévères, enfin plus sévères, et demander quasiment aux marcheurs d'enfiler des chaussons ou de marcher pieds nus, ce qui revient quand même à demander une forme de régulation, mais de régulation de la présence humaine, mais qui est quand même une régulation assez forte. Est-ce que ça rejoint un peu le propos que vous essayez de mettre en avant sur cette idée qu'il y aurait plutôt une régulation complètement une protection de la forêt de la présence humaine? Oui, mais alors une régulation qui serait pas de l'ordre de la mise en place de lois ou d'une réglementation en fait, mais quelque chose qui serait plus de l'ordre de la prise de conscience de chacun, de l'importance de ce milieu-là et du fait d'agir et d'interagir ensemble. Alors que pour le champignon, il y avait plus une idée de mise en place de règles, de lois, quoi. Oui, exactement. Oui. Et le champignon, je crois, il a même précisé que seuls les humains étaient en mesure de participer à cette régulation-là et de mettre en place ces règles-là. Que ça ne pouvait pas être fait par les autres êtres vivants, que c'était forcément les êtres humains, quoi. Donc il y avait aussi cette idée que seul l'être humain est en capacité de réguler cette nature et de participer à la protéger. Et donc que cette protection de la présence humaine ne pourrait venir que justement des êtres humains eux-mêmes. Enfin, c'est ça. Ouais. Ouais. Et qu'il y aurait des lois. Vous voulez intervenir sur d'autres points du coup? Moi, j'avais aussi noté le fait que, il y avait pour moi une marge de progression dans le sens où c'est pas les humains qui sont fondamentalement mauvais pour la forêt, mais que c'était donc leur méconnaissance et leur déconnexion du vivant qui font qu'ils ont des comportements dangereux. Mais je crois que le chêne, notamment, il a mis en avant qu'il y avait peut-être une possibilité pour eux de se reconnecter, de refaire partie en fait de ce théâtre d'interdépendance et du coup de revenir à une attitude et à des comportements qui permettent, qui provoquent pas de déséquilibre. Donc là, ça serait plutôt des arguments qui, du coup, à chaque fois, ce que vous mettez en avant, c'est que les arguments qui ont été avancés par les différents participants, c'est quand même des arguments qui sont, malgré leur position, qui sont assez différentes dans tout cet écosystème de la forêt, seraient assez compatibles ou peut-être complémentaires. Ce qui ne voudrait pas dire que ça ne mènerait pas à des formes de débat et de choses complexes, parce que quand on pense aux randonneurs, qui lui-même veut mettre des quotas de randonnée,
Par rapport aux chasseurs, ça serait compliqué par rapport à la mise en place des randonnées que le week-end, plus s'il faut faire les randonnées le week-end en chaussons ou pieds nus. Donc, si on commence à mettre toutes les revendications de chaque participant, ça ne voudrait pas dire que ça soit incompatible, mais ça se pourrait que ça devienne quand même assez complexe. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a des arguments fortement opposés. Il y a beaucoup de nuances dans la manière dont ont été amenés les propos de chaque personnage. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les observateurs? En fait, moi j'ai presque l'impression que les êtres vivants, là, ce sont eux qui proposent le plus de solutions. C'est-à-dire que finalement, les humains énoncent des constats et le fait qu'il faudrait agir, mais finalement c'était presque le chêne, les champignons, le jet qui proposaient en germe des solutions. Même si ce n'était pas strictement énoncé, il y avait des possibilités d'ouverture. Ah, c'est intéressant ce que vous mettez en avant. Et comment vous l'avez perçu? Eh bien, le chêne a dit il faudrait protéger, arrêter de construire et de couper des arbres pour les maisons. Il a dit que ça servait à tous, humains, animaux, flore, qu'il fallait qu'on apprenne à se connecter les uns les autres. Et quelque part, en disant ça, et donc après il a parlé d'observation qui permettrait de comprendre, pour laisser les forêts se développer, on aurait presque pu envisager qu'en fait il y ait une sorte de veille écologique, dont parlait d'ailleurs presque le jet, avec la possibilité pour les différents acteurs humains de s'auto-réguler eux-mêmes par rapport à leurs activités, c'est-à-dire de fonctionner avec des cycles, un peu comme ce que proposait le randonneur, je crois, ou je ne sais plus qui, là, sur les week-ends. Finalement, il pourrait y avoir une sorte de roulement d'interaction avec la forêt pour que justement tout le monde puisse y trouver son compte. En tout cas, c'est presque la nature qui est dictée aux hommes, leur façon comment il faudrait qu'ils s'y prennent pour que ça puisse être viable. D'accord. Oui, et donc, d'après ce que vous dites, ça veut dire qu'il y aurait une forme qu'il faudrait que pour que les forêts soient pas mises sous cloche, mais en tout cas protégées, une forme de régulation intra-humaine pour qu'il y ait un meilleur accord entre les humains et la faune et la flore de la forêt. Oui. D'accord. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui? Non? On est un peu pris par le temps, mais je peux encore laisser la parole à quelqu'un avant de faire un point et qu'on puisse échanger un tout petit peu là-dessus. J'ai aussi remarqué que le patron de la scierie, le randonneur, le bûcheron s'excusait presque en fait, presque ainsi que le chasseur. D'ailleurs, le chasseur, il est très peu intervenu en termes de quantité. Et donc, en fait, on sent que les acteurs sont presque... ils sont déjà en empathie, en fait, avec la nature. Il y a une conscience, même s'ils n'ont pas forcément la solution. Oui. Donc, c'est des personnages qui sont assez nuancés. On n'est pas non plus dans quelque chose qui serait... On voit bien que le chasseur aime être dans la nature. On voit bien que le patron de la scierie... malgré le fait qu'il exploite le bois et qu'il coupe du bois, il aime aussi être en contact avec la forêt. Donc, c'est pas parce qu'on va couper du bois qu'on est foncièrement hostile aux arbres ou à l'écosystème de la forêt. C'est ça qui a été mis en tout cas en avant par les différents personnages. Et c'est ce qui permet de voir qu'on n'a pas, là en tout cas, des arguments qui sont clairement opposés dans l'idée qu'il faudrait protéger les forêts de la présence humaine. Alors, on va, pour avoir un tout petit peu le temps d'échanger, on va juste arrêter et clore ici le cas pratique. Je vais là vous laisser la parole à tout le monde, juste si vous avez des questions. Si vous avez envie de prendre la parole pour dire ce que vous pensez de ce cas pratique, si vous avez juste envie de mentionner quelque chose, et ensuite je reviendrai juste sur faire un point en conclusion et revenir sur cette idée de protection de la nature
qui est en fait au centre du cas pratique et qui pose elle-même un certain nombre de questions conceptuelles qui sont très intéressantes à approfondir ensuite quand on travaille sur ce type de sujet. Voilà, donc si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous avez juste envie de vous exprimer sur ce cas pratique, vous pouvez soit le faire dans le chat, soit voilà, ouvrir votre micro, votre caméra et le faire directement comme ça. En tout cas, donc comme je le disais, ce cas pratique, on l'a fait avec des élèves de... Oui, Laura. On vous entend plus, on vous entend pas, ça coupe. Et là, ça va? Là, ça va, ouais. Ah ben voilà. Oui, c'est vrai que je pleurais quand on coupait des arbres, quand on élaguait les arbres dans la cour de l'école, mais je pense aussi que ce côté empathique, ben, ça vient d'une certaine conscience qu'on a tous. Je pense que, enfin qu'on a tous, en tout cas, je pense que 99,99% des personnes qui participent à cet atelier sont conscients de ce qu'ils font. Et c'est très difficile en prenant la peau d'un méchant, parce que le bûcheron, le chasseur, la scierie, c'est très difficile de ne pas entrer dans une forme d'excuse. Enfin voilà, c'est tout. Oui, non, mais c'est ça. Alors, c'est vraiment pas forcément évident. Après, c'est pas très grave parce que dans un jeu de rôle, on peut très bien opter pour des postures caricaturales qu'on viendrait à nuancer ensuite dans un débat ou dans une discussion argumentée. Mais la question de... Parce que dans sa fiche, il est bien dit que voilà, il aime travailler le bois, il aime couper le bois. Et après, il est quand même nuancé parce que c'est aussi son travail. Et puis même s'il l'a fait de manière illégale et qu'il a abattu des arbres qu'il n'aurait pas dû abattre, il l'a fait dans un contexte social particulier. Donc voilà, c'est une excuse, mais c'est aussi un contexte qui fait que on a essayé, en tout cas, quand on a établi les cartes et les jeux dans ce jeu de rôle, de ne pas faire des portraits manichéens pour que ça permette aussi d'apporter plus de nuances à la discussion. C'est ça qui a été fait. Ça, c'est sûr. Et voilà, oui. Même vous l'avez argumenté à un moment, que ce soit le patron de la scierie ou le bûcheron. Le patron de la scierie, il contribuait aussi à des constructions écologiques en bois. Le bûcheron, finalement, il contribuait aussi à la protection de la forêt, à son entretien et donc du coup à sa pérennité. Donc, je veux dire, justement, c'est ça l'intérêt, c'est que les rôles n'étaient pas vraiment manichéens, il n'y avait pas vraiment de méchants désignés, et que chacun pouvait avoir un rôle aussi important dans la préservation de l'environnement, avec bien sûr des rôles différents. Donc, c'est ça, ce qui est clairement en jeu, là, ça va être la question de la protection et qu'est-ce qu'on veut dire quand on veut protéger. Et c'est là où on se rend compte qu'il n'y a pas d'un côté des gens qui coupent du bois et de l'autre côté des gens qui vont faire des câlins à des arbres. Vous voyez, dans ce monde qui serait un peu binaire, de gens qui refuseraient totalement qu'on abatte des arbres, alors que parfois on le fait pour le bien-être de la forêt, et d'autres qui seraient là à vouloir couper des arbres quoi qu'il arrive, peu importe ce que ça pourrait provoquer. Ce qui est sûr, c'est que là-dedans, on cherche à voir... alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, tout de suite, je peux passer du coup à la conclusion. Il y a juste une ou deux questions, Claire, effectivement, dans le chat. Je ne sais pas si vous les voyez. Gaël, si les gens veulent les poser eux-mêmes, sinon moi je les relaye. Mais, Gaël, si vous voulez prendre la parole. Ah, il y a Laura qui nous quitte. Merci infiniment, Laura, en tout cas. Oui. C'était vraiment très chouette. Merci à vous, Laura. À bientôt à l'atelier. Alors, il y a une question, justement, je vais venir sur la question de la protection. Gaël n'a pas de micro. Et la question est... La question, c'est de savoir s'il faut, on peut faire le jeu de rôle sans prérequis d'enseignement ou s'il faut quand même faire en amont un travail sur la forêt. Voilà, les deux. C'est-à-dire que là, c'est pour ça qu'il faut des fiches rôles avec un certain nombre d'indications, parce qu'on ne peut pas, justement, si l'idée, ça va être de se mettre à la place d'un personnage et pour remédier à la crise de la sensibilité,
de permettre aux enfants et aux adolescents de se mettre dans la peau d'un vivant qui n'est pas humain, mais qui est humain aussi, il faut qu'il ait un certain nombre d'éléments. C'est-à-dire, ça va être très difficile d'un coup de s'exprimer du point de vue d'un champignon ou d'un oiseau ou d'un animal si on n'a pas 2-3 éléments qui nous permettent de dire ça me fait ça quand je suis tel animal ou quand je suis tel végétal. Donc on peut très bien le faire sans parcours d'éducation au développement durable, sans un travail sur la forêt ou la déforestation en amont. Mais après, c'est toujours aussi intéressant de le faire dans un contexte plus global. Mais ça peut se faire, comme ça, on l'a déjà fait, nous, ce jeu de rôle, comme ça, sans travail préalable sur la forêt ou la déforestation. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire. Alors, par rapport à la question de la protection, justement, j'y reviens. Donc ça, c'est le 3e point de la conclusion. C'est que quand on va travailler sur les questions de nature et sur les représentations de la nature, on va forcément venir à questionner les dualismes dont j'ai parlé au début. Et en fait, sur cette question de la protection, Philippe Descola était déjà venu retravailler ce concept parce qu'effectivement, comme vous le mentionnez, ça va induire un certain dualisme, comme si la forêt ou la nature, de manière générale, il fallait la protéger, dans le sens où l'humain serait supérieur et où il serait capable de venir protéger une entité qui lui serait inférieure. Et c'est pour ça aussi que du coup, le livre de Baptiste Morisot est intéressant parce qu'il poursuit ce travail de Philippe Descola. Alors, je ne sais pas si vous voyez, bon, c'est celui-ci qui s'appelle « Raviver les braises du vivant ». Et où justement, il montre qu'il faut changer de concept, d'imaginaire conceptuel, et où la question de la protection de la nature ne devrait pas s'envisager comme ça, mais peut-être plus de réfléchir à qu'est-ce que ça fait quand il dit raviver les braises du vivant, ça veut dire raviver la question du vivant en nous et de se penser, de plus penser la nature comme une altérité, mais de se penser en tant que vivant au milieu des vivants. Et c'est en remettant à cette crise de la sensibilité, en pensant comme pense un loup, en essayant de penser comme pense un végétal, etc., en se renseignant sur tout ce vivant-là, qu'on va réussir à recréer du lien et à ce qu'il appelle à raviver les braises du vivant. Et c'est pour ça qu'il parle plus de vivant finalement que de nature, parce que le concept de nature en Occident a été du coup pas mal galvaudé et surtout très associé à la forme de dualisme que vous avez mentionné. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une réflexion conceptuelle aussi à avoir autour du problème de protection de la nature. Est-ce qu'on la met sous cloche? Est-ce qu'on la met de côté, etc. En tout cas, ce que j'ai trouvé intéressant et ce qui est ressorti dans votre discussion et dans la présentation argumentée des différentes fiches rôles, c'est aussi cette idée que sans mettre la nature entièrement sous cloche, on pourrait préserver des zones sauvages, sans forcément exclure à chaque fois les êtres humains. Donc on serait dans quelque chose qui serait ni l'exploitation, ni la sanctuarisation. Il y aurait une forme d'alternative, et certains penseurs parlent de réensauvagement de zones de nature, comme on peut voir dans le Vercors. En ce moment, il y a des choses qui se font où on réensauvage, c'est-à-dire on laisse la forêt à elle-même, où il n'y a plus du tout, on peut s'y promener, mais sans faire de randonnée, vraiment, sans bivouaquer, etc. C'est juste, on laisse la forêt à elle-même, on voit comment elle se développe. Mais par ailleurs, c'est pas pour autant qu'on va pas exploiter d'autres parties de la forêt. C'est des pourcentages en fait de forêt qu'on essaie de laisser évoluer sans aide de l'humain. Donc c'est un peu ça, j'ai l'impression qui s'est dessiné. Et ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça va être une gestion forestière durable qui va être privilégiée, on dirait. Et voilà, c'est ça qui a été un petit peu dessiné. Ce travail-là, donc comme je l'ai montré, il est intéressant vraiment parce qu'on va prendre conscience, on peut prendre conscience du regard anthropocentré à partir du moment où soi-même on essaye d'argumenter du point de vue d'un animal ou d'un végétal. Forcément, on change de point de vue et on se dit ah mince, est-ce que il y a vraiment une pertinence dans ce regard anthropocentré? Pour cela, votre travail, en fait, ça va être d'aider les élèves à justement prendre possession des personnages qui seraient non humains d'une manière, du point de vue du vivant, c'est-à-dire de pas justement
anthropophyser le sanglier, faire parler la plante d'un point de vue humain, etc. C'est vraiment de les aider à avoir suffisamment d'outils pour penser du point de vue vraiment de la plante, du point de vue de l'oiseau, etc. C'est pour ça que tous les travaux par exemple, de Vinciane Desprez, qui vraiment fait un travail autour des oiseaux. Il y a tout aussi le travail autour de la sensibilité de la poulpe, enfin ce genre de choses qui permettent aussi de décentrer notre regard. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, le plus intéressant à mettre en place dans les ateliers de philosophie environnementale pour les enfants. Ensuite, clairement, si on se base sur les idées de Matthew Lipman, ce que ça va venir travailler, c'est bien sûr la pensée critique, mais également la pensée créative et attentive. Et c'est ça qui est très intéressant dans la mise en pratique de ces jeux de rôle. Ça va être le développement des capacités d'imagination et d'expérimentation, et aussi le développement d'une pensée empathique. Et on sait qu'en ce moment, ce n'est pas toujours évident de la mettre en pratique. Et je trouve que grâce à ça, on peut réussir vraiment à peu remédier à cette crise de la sensibilité par des outils philosophiques et conceptuels. Alors là, je vais terminer parce qu'on est un peu en retard. Si jamais il y a des questions, je peux toujours y répondre. Voilà. Juste peut-être avant que vous concluiez, Claire, Blandine qui demande dans le chat, avez-vous déjà animé des ateliers sur le rôle des parcs animaliers? Non. Qui plaisent beaucoup aux enfants et donc, bon, voilà. Ouais, non. Alors, c'est-à-dire dans les parcs animaliers ou sur le rôle des parcs animaliers? Je pense que c'est sur le rôle des parcs animaliers. Ouais, non, mais ça serait à construire. Je pense qu'il y aurait quelque chose à construire. C'est une bonne idée. Il y a pas mal de choses à faire hein. Enfin, dans la philosophie environnementale avec les enfants et les adolescents, il y a pas mal de choses à construire encore, hein, ça c'est sûr. Alors, il y a Étienne qui me dit... Alors, effectivement, les interactions entre les différents membres du vivant, ça, je suis d'accord. Après, sur la construction, le laps de temps qu'on a, etc., c'est assez difficile de tout mettre en place. En tout cas, ce qui a bien marché avec les élèves, avec les enfants et les ados quand on l'a fait, c'était vraiment que ça leur permettait, et c'était ça que je visais, c'était le caring thinking de Matthew Lipman, c'était vraiment de réussir à se mettre dans une posture qui n'est pas du tout la nôtre. Et c'est quand même quelque chose de très difficile. Et comme vous l'avez mentionné aussi tout à l'heure, tout en n'ayant pas peur du ridicule. Et ça, c'est un gros travail aussi de la part des animateurs, de mettre tout le monde en confiance pour justement que ça se passe du mieux possible quand on endosse un rôle, que ça ne nous poursuive pas après, comme vous l'avez dit, un cours de récréation, etc. Donc tout ça, déjà, ça prend du temps. Et ensuite, ça permet aussi aux observateurs de changer de posture, de ne pas être passif, et après de créer, enfin, de prendre le temps de bien noter tous les arguments. Donc, c'est un côté quand même très pédagogique sur le fait de pouvoir bien noter les arguments et d'être en capacité après de les restituer. Donc ça fonctionne bien. Après, il faut, effectivement, ce serait pas mal de faire interagir le chasseur, le sanglier, vous voyez, le champignon, le randonneur, etc. Mais ça demande encore une deuxième session qui serait un peu différente, quoi. Mais hors webinaire, sinon avec les enfants, vous faites ça, c'est-à-dire fait qu'ils puissent se répondre en fonction de leur personnage, des arguments qui les concernent ou leur point de vue en tout cas. On l'a fait dans le cadre d'un débat mouvant après. D'accord. Ça a assez bien fonctionné, quoi. Pas dans quelque chose de statique, mais où de manière un peu théâtrale, ils vont se donner des questions-réponses et où ils vont se déplacer aussi dans l'espace. Et ça a fonctionné assez bien. C'était toujours dans le cadre des vacances apprenantes où on avait quand même pas mal de temps, en fait, donc c'était bien, on avait 2 fois 6 heures pour aborder ces questions-là. Non, 6 fois 2 heures, non, qu'est-ce que je dis ? On avait 6 heures, dont 2 heures à chaque fois, voilà. Donc ça permettait de faire des sessions assez longues et de pouvoir construire sur 3 jours quelque chose d'assez poussé, quoi. Moi, je voulais juste intervenir sur les techniques en fait, de pratique et pour rebondir aussi ce que disait Étienne
dans le chat sur ce que vous venez de décrire, Claire. C'est vrai que sur les nombreux cas pratiques qu'on a fait, finalement, là, et avec M. Tosi, Mme Pedro-Monard l'année dernière, et avec Johanna et Claire cette année, à chaque fois, on a quand même des techniques différentes. Là, on ne retrouve pas les difficultés qu'il peut y avoir pour le reformulateur ou pour le synthétiseur dans la DVDP. C'est une autre manière aussi graduée de faire évoluer et les intersubjectivités et la pensée collective par rapport à la méthode de Johanna, où il y avait plusieurs temps de synthèse en fait intermédiaires, d'abord la conceptualisation collective, après une synthèse, après l'usage superinducteur. Là, c'est vrai que c'est encore une technique qui est différente. Et si on peut, oui, se poser la question avec plus de temps d'interaction entre les participants, là, en tout cas, les observateurs ont vraiment un rôle particulier et encore différent de ce qu'ils ont pu avoir dans les autres méthodes. Et c'est vrai que voilà, nous on conseille aussi de pouvoir alterner les méthodes. Enfin, on l'a déjà souvent dit, même si on ne change pas comme ça d'une séance à l'autre de méthode. Mais c'est vrai qu'avec le jeu de rôle, c'était vraiment très chouette et voilà, vraiment différent. C'est Gaël, oui, qui n'a pas de micro, qui demande si les enfants peuvent être frustrés de finir sur un questionnement et qu'ils s'attendent, alors qu'ils s'attendaient à une réponse tranchée. Ça, j'ai répondu plusieurs fois là-dessus. Ouais, c'est un peu le principe de chaque atelier philosophique. Enfin, je pense que même entre formateurs, on a souvent eu ces questions-là. Et sur la question de la restitution, on peut faire une brève conclusion sur les idées qui ont été avancées. C'est-à-dire que le rôle de l'animateur, quand il va moduler la discussion entre les observateurs, au bout d'un moment, il va dire voilà, ce qui a été mis en avant, c'est ça. Une gestion, une régulation de la part des humains qui serait nécessaire et pas forcément une mise sous cloche de la nature. Mais après, souvent, avec les ateliers de philosophie, on repart avec pas mal de questionnements. Et je dirais que ça met en route un certain nombre de questions et ça ne vient pas les clore. En fait, ça, c'est un peu ce qui arrive souvent avec les ateliers de philosophie, quoi. Ça, mais c'est vraiment, je dirais, c'est le principe même des ateliers de philosophie. Oui, on peut, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on va pas, on va essayer de mettre un terme à, ou en tout cas de restituer globalement ce qui a été dit au sein de la discussion, mais on va pas venir avec une réponse puisqu'en fait, il n'y en a pas forcément une seule qui a été énoncée. Et justement, on restitue les termes de la discussion argumentée. Enfin, moi, c'est généralement la pratique qui est faite par Matthew Lichtman aussi. Et les enfants expriment peut-être parfois des frustrations, mais il faut leur expliquer que c'est la posture aussi de la recherche qui est difficile, mais qui s'apprend. Et c'est aussi la posture du doute aussi qu'on apprend peu à peu à maîtriser et qui est de moins en moins effrayante aussi, je pense. Et ça, c'est important aussi pour eux, notamment pour ne pas tomber dans des prêt-à-penser, voilà, de se familiariser avec le questionnement et le doute, c'est quand même très important pour eux et dès le plus jeune âge, je pense. Du coup, pour la bibliographie, j'ai mis quelques références plus précises sur la forêt. Bien évidemment, si vous construisez tout un parcours autour de la forêt, de la déforestation, ça va aider, ça va venir nourrir des ateliers de philosophie environnementale pour les enfants. Et donc, vous pouvez trouver un certain nombre d'informations et d'outils aussi sur ces sites ou dans ces livres. Et ensuite, je vous conseille voilà, un certain nombre d'ouvrages, comme il y a celui de Cynthia Fleury qui est intéressant, un livre un peu plus conséquent et en anglais. Et ensuite, ce dont j'ai parlé, qui sont quand même qui, à mon avis, synthétisent pas mal de pensées actuelles dans les sciences humaines autour de la question de la nature, ceux de Baptiste Morisot. Et puis ceux de Peter Vollenben. Donc là, je l'ai. Donc ça, c'est un ouvrage vraiment qui peut être très intéressant si vous décidez de vous lancer dans les questions de forêt et de déforestation avec les enfants. Donc c'est celui-ci. C'est celui qui est adapté pour les enfants, enfin de son best-seller, on va dire, La vie des arbres. Et voilà, là, il est adapté pour les enfants et il est très ludique et très facile à consulter, quoi.
bâtir un certain nombre de supports. Voilà. Moi, je vous mets juste aussi dans le chat, parce que c'est vrai que voilà, c'était la première fois qu'on évoquait sur ces 2 séances la philosophie environnementale, l'éthique de l'environnement. Et voilà, vous donnez nos techniques aussi d'animation avec un domino géant, en fait, un peu un photolangage sur la question de la nature. Moi, j'ai animé un atelier récemment avec des enfants, et voilà, ça peut être une bonne entrée aussi pour poser ces questions-là de la philo environnementale. Si jamais, il y a tout un tas d'ouvrages, là il faudrait faire une formation entière là-dessus, mais sur qu'est-ce qu'a été la nature à l'école et comment s'insère la nature à l'école aujourd'hui, etc. Il y a tout un truc à faire là-dessus. Et quel est le rôle de l'école par rapport à la nature. Enfin voilà, Cynthia Fleury, elle en parle dans son ouvrage. Et c'est vrai on parle des classes vertes, de l'immersion dans la nature. Alors là, l'idée vraiment de ce webinaire, c'était de dire, OK, vous pouvez pas aller dans la forêt, vous pouvez pas peut-être aller vous balader dans un parc ou quoi, mais vous pouvez quand même en raison de cette crise de la sensibilité à laquelle on peut remédier conceptuellement aussi, travailler ces questions-là sans pour autant organiser quelque chose de compliqué, à devoir prendre un bus, aller je sais pas où pour faire un atelier philo. Ceci dit, si vous avez l'opportunité d'aller en forêt, d'aller vous balader dans la nature avec les classes, ça reste hyper intéressant de le coupler avec des ateliers de philosophie comme ça, et faire un herbier, ça marche très bien. Voilà, toutes ces questions-là, là aussi, ce qu'on peut appeler le land art, ça marche bien. Tout ce qui est gestalt aussi, par rapport à comment on se sent dans la nature, pour quelles raisons, comment on y est relié. Voilà, il y a plein de choses. Le but vraiment de ce webinaire, c'était de dire comment on peut parler de la nature entre 4 murs, en fait, tout en remédiant à cette crise de la sensibilité. C'est la manière qu'on a trouvé de réussir à construire cet atelier autour des questions environnementales et de la forêt. Et voilà, c'était ce que je voulais juste rajouter. Ouais. Juste peut-être une dernière question, Claire, qui est dans le chat aussi, de Blandine, qui demande si vous avez des supports particuliers pour créer vos fiches de jeux de rôle. Non, j'ai vraiment fait. Ouais, voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses à faire. Tout est un peu. Voilà, il n'y a pas tant de choses que ça. Mais ceci dit, voilà, moi je suis prête à échanger avec qui veut mettre en place des ateliers de philosophie environnementale. Il n'y a pas de souci, quoi. Les supports concernant la forêt, là, je les ai mis, ceux qui m'ont permis de faire ça. Et puis, moi, j'avais fait tout un travail sur la forêt, donc ce qui me permettait d'avoir déjà une bonne base. Mais c'est vrai que quand on construit ces sujets, on ne peut pas se passer de certaines données scientifiques pour permettre de construire quelque chose qui fait sens. Ouais, ça, c'est sûr. Après, on peut prendre, j'imagine, des problèmes d'actualité. Hier, je voyais, il y avait un reportage sur Oléron, sur les éoliennes. Ouais, voilà. Les pêcheurs, le fait que ça pouvait nuire à la biodiversité locale, mais qu'en même temps, ça produisait de l'emploi, de l'énergie propre. Oui. Enfin, donc, alors là, il y a plein de supports. Dans l'autre webinaire, j'avais montré les supports possibles. Bon, bien sûr, hein, on peut faire sous une forme d'atelier de philo plus classique. Hein, on peut très bien faire une discussion à visée philosophique après avoir vu un film, après avoir lu un texte. Celui qui marche très bien, je l'avais dit, c'était L'homme qui plantait des arbres de Giono. Oui, c'est vrai. Et donc là, mais j'avais fait une trame pendant le confinement pour aider les parents, voilà, tout le monde un peu à faire des ateliers philo. Donc ça, je ne sais pas si elle est sur le site de l'association, mais il faudrait que je regarde. Après, voilà, il y a plein de choses à partir desquelles on peut animer un atelier de philosophie. Là, c'était vraiment quelque chose plus précis lié à cette crise de la sensibilité et comment amener les enfants et les adolescents à
réussir à se relier plus au vivant. Et cette question de pistage, Baptiste Morisot il le dit bien, on peut très bien, c'est plus difficile, hein, mais on peut très bien aller pister en ville, quoi. C'est-à-dire, on peut très bien se balader dans la rue et essayer d'observer le vivant, de se mettre à la place, enfin voilà, d'essayer de décentrer son regard, c'est-à-dire de plus regarder les logos, de plus regarder les vitrines, mais d'essayer de lever son nez, est-ce qu'on voit des oiseaux, est-ce qu'on voit des arbres, quel type d'arbres on voit, etc. Donc ça aussi, ça peut être praticable avec sa classe ou de demander à certains élèves de faire ça sur le trajet retour. Voilà, il y a toujours de la nature, même si ça paraît pas. Elle est là, et c'est là aussi où ça va changer notre concept de nature. La nature, c'est pas juste la nature sauvage, c'est aussi ce qui est autour de nous en ville. Donc ça, c'est intéressant aussi de s'en rendre compte, quoi. Ça peut être des outils aussi à mettre en place. Merci beaucoup Claire pour cette intervention qui était très riche et a priori qui a été bien appréciée par tout le monde. On vous donne du coup rendez-vous pour la prochaine session donc, qui aura lieu le 9 février avec Myriam Mécoire sur philosophie et citoyenneté. Et donc les enregistrements seront disponibles d'ici peu. Alors, vous nous laissez un petit peu de temps, mais sur le support d'accompagnement que vous connaissez déjà. Merci infiniment Claire pour ces 2 séances, c'était vraiment excellent. Et on n'hésitera pas, on ne sait pas si vous serez dispo le 15 juin pour la dernière séance en fait, où on essaiera de faire un peu un retour d'expérience de tout le monde, mais voilà, nous en tout cas on vous fera remonter les futures séances aussi, et puis voilà, on vous remercie infiniment, on espère que voilà, ça pourra servir concrètement aux participants. Je pense. Et je pense aussi, ouais, effectivement. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Au revoir. Bon après-midi, bonne soirée et rendez-vous le 9 février donc avec Myriam Mécoire.